Benjamin, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de te retrouver pour un 6e épisode de la saison Souffle-Voix du podcast L'Esprit du corps. Alors, après avoir longuement expliqué les principes du souffle-voix, détaillé la pratique pour le praticien, pour le pratiquant, après avoir découvert la manière dont l'énothérapie a enrichi ta lecture du souffle-voix, on se rend compte que cette approche corporelle peut être abordée sous différentes dimensions, différents plans, et qu'elle peut avoir un impact profond sur la compréhension de ce qu'on est, la manière dont on se positionne dans le monde, dans notre rapport aux autres. Donc, pour autant, et tu vas certainement le repréciser, ce n'est pas une pratique spirituelle. Et d'ailleurs, c'est presque le contraire, dans la mesure où la spiritualité est caractérisée comme ce qui est indépendant de la matière, alors qu'avec le souffle-voix, on est en plein dans la matière, on est dans le corps, on est dans le présent. Tu exposes avec beaucoup de clarté ce point de vigilance et je pense que tu vas y revenir. En revanche, on peut dire que le souffle-voix a une dimension ontologique. Alors là, on va peut-être définir un tout petit peu le terme ontologique. Ça vient du grec ontos, l'être, et de logos, raison, discours. Ce terme a été forgé au XVIIe siècle et donc il désigne la science de l'être en tant qu'être. Donc on peut dire que le souffle-voix est une connaissance de l'être et que le processus d'exploration du corps par le corps, mais du corps par le chant, porte une dimension initiatique vers la connaissance de soi. Donc pour approfondir cette dimension ontologique, on va faire dans cet épisode dialoguer le souffle-voix avec d'abord le mode opératoire de l'alchimie et aussi avec l'approche symbolique des grands mythes. Alors pour commencer, quel grand parallèle on peut faire entre le souffle-voix et le processus alchimique, peut-être en commençant par les voix dont on a parlé, les voix VOIE dont on a parlé au 5e épisode, voix sèche, voix humide et voix royale, notamment pour le principe alchimique. Oui, je te remercie beaucoup pour ton intro, parce qu'effectivement, c'est une discipline ontologique, c'est tout ce qui est relatif à l'être, ce qui n'est pas une approche spirituelle, qui est une approche de l'esprit. Nous, dans le souffle-voix, tu l'as très bien dit, c'est le corps et l'esprit, c'est la même chose, en fait. Il s'agit simplement d'être dans son corps. Après que des gens se ressentent reliés à d'autres plans quand ils pratiquent, ça arrive, mais ça leur appartient. Et moi, je suis le gardien du fait qu'il n'y ait absolument aucun dogme là-dessus, parce que les gens le voient de manière différente. Il y a des gens pour lesquels c'est d'abord une expérience de chant, une expérience de corps, tout ça, etc. Et puis, c'est vraiment important de dire que c'est quelque chose qui ramène au présent, et que cet esprit dans le corps, ça renvoie à des choses extrêmement simples. La présence d'un bébé, le coucher de soleil, c'est des choses qui n'ont rien à voir avec les dimensions spirituelles qui, des fois, s'appuient sur des dogmes. Voilà. Donc ça, je te remercie de l'avoir précisé. Effectivement, c'est une pratique ontologique. Onto, c'est le participe présent c'est étant. Voilà. D'ailleurs, l'éinophonie, c'est pareil. Eina, c'est l'infinitif, c'est être. Voilà. Donc, je te remercie pour cette précision. En ce qui concerne la voix sèche, la voix humide, que j'ai décrite dans l'épisode précédent, effectivement, ces deux termes m'ont été inspirés par les processus alchimiques. Alors, ce que je dis, c'est encore une autre manière différente de voir le souffle-voix. C'est tellement riche, cette pratique, qu'on peut l'aborder de plein de manières différentes. Et ce qui m'intéresse, moi, dans l'alchimie, qui peut paraître un truc un peu obscur,
médiévale, tout ça, etc. On ne sait pas trop ce que c'est, la quête de la pierre philosophale, tatati tatata. C'est pas tellement ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on fait vivre certains principes dans le processus alchimique et comment ces principes, ils sont vivants dans la pratique souffle-voix à la base. En fait, c'est ça, quelque part. Dans le principe alchimique, ce qui se passe, c'est que on a, très brièvement, il y a le mercure, qui correspond à la partie la plus volatile, c'est l'esprit. Il y a le soufre, qui correspond à l'agitation. Et puis, on va dire, c'est féminin, masculin. Et en fait, ces deux principes, ils sont antagonistes au départ. On a du mal à trouver un équilibre. OK ? Et puis, par le processus d'épuration, par un processus de nettoyage, on va extraire ces deux principes, masculin et féminin, et ensuite on va les recomposer pour qu'on trouve un équilibre entre ces deux principes. Ça, c'est la démarche alchimique. C'est ce qu'on appelle l'œuvre au noir dans un premier temps, l'œuvre au blanc ensuite, puis après il y a l'œuvre au rouge, mais c'est encore autre chose. Et on retrouve en fait cette dynamique des deux énergies contradictoires qu'on va harmoniser dans le soufflet-voix. Alors, Serge Wilfard, dans son enseignement oral, dans l'écrit, des fois il va sur d'autres choses, mais il nous a beaucoup enseigné le soufflet-voix avec la question de l'architecture, la question de la géométrie, et finalement à la recherche d'un parangon, c'est-à-dire d'un modèle idéal du corps. Et pour moi, c'est-à-dire que tu as une vision de comment devrait être la chose et tu vas tendre là-dessus. Alors ça s'appuie sur des données géométriques, le nombre d'or, tout ça, etc. On voit bien que cette quête de l'homme debout, finalement, on pourrait dire, c'est l'évolution de l'homme, depuis le singe vers l'homme vertical, qui n'a pas terminé sa verticalité idéale, on va dire, et c'est ce qu'on recherche en soufflet-voix. Donc, voilà. Mais la vision alchimique est intéressante parce que ça, Serge ne l'avait pas détaillé à ce point-là. Il y a deux énergies contradictoires. Je donne quelques exemples. Par exemple, pour tomber sur cette voie idéale, cette voie du milieu. La voie royale ? La voie... Alors, c'est autre chose, la voie royale, mais en tout cas, trouver la voie de la personne. En fait, trouver le timbre de la personne, ce qui renvoie exactement à l'alchimie, à la teinture. C'est-à-dire que quand on harmonise, quand on prend d'une plante l'alcool, qui est le mercure, et puis l'huile, qui est le soufre, et qu'on recompose les deux, on obtient une teinture. Une teinture, c'est une coloration. Et ça, quand on rééquilibre deux énergies contradictoires, dans la voix, on trouve aussi le timbre. Le timbre, c'est la couleur d'une voix. Et on trouve le timbre propre à une personne et à un corps. Donc là, c'est le premier parallèle. Okay. Par exemple, en termes purement techniques, qu'est-ce que c'est cette harmonisation d'énergie contradictoire? C'est que une voix doit être suffisamment intériorisée pour sonner dans le corps, et en même temps, il y a la force antagoniste qui fait qu'elle doit être projetée. Donc elle doit être comme ça, et en même temps elle doit faire comme ça. Donc il faut trouver cet endroit-là où il y a en même temps intériorité, extériorité. Qu'est-ce qui se passe si je projette trop? La voix n'est pas dans mon corps, elle sonne pas, ou elle va être tendue dans le larynx, ce qui arrive très fréquemment avec les débutants, parce que justement ils sont pas dans leur intériorité. Ils n'ont pas visité le centre de la Terre. Ils sont pas dans le ventre. Okay, parce qu'on entend beaucoup le terme de projection en chant, mais souvent dans les cours de chant,
classique, oui. lyrique, les gens, ils ont déjà une voix. Donc, ils ont déjà une espèce d'intériorité quand même. Voilà. Donc, ils peuvent chercher la projection. Et encore, des fois, il faut quand même rechercher à l'intérieur. Mais bon, ça, c'est des détails. Et si la voix est trop intérieure, elle sera trop sourde. Ouais. Voilà. Mais il y a un ordre. C'est-à-dire, c'est visite l'intérieur de la Terre et ensuite, tu rectifies. OK ? Et ensuite, tu projettes, tu remets en mouvement cette intériorité. Il y a un protocole. C'est ça, en fait. Non, c'est pas un protocole. Mais c'est trop rigide pour moi. D'ordre. Ouais, c'est une notion d'ordre. Et ça, c'est une chose que je suis en train de mettre sur papier. Mais c'est comme une graine. Une graine, d'abord, tu vas la mettre dans la terre. Tu vas mettre de l'eau. Il y a cet retour vers l'intérieur, le sens de l'extérieur vers l'intérieur. OK ? C'est ce qu'on appelle l'énergie féminine. OK ? C'est revenir à l'intérieur. C'est d'ailleurs, terre et eau sont des éléments dits féminins dans la tradition. Et ensuite, quand depuis cette force centripète très condensée à l'intérieur, le mouvement, la force centrifuge de l'intérieur vers l'extérieur va s'exprimer, la dimension masculine du travail, l'énergie masculine qui va se déployer. Je dis masculine parce que c'est la tradition. Hein. Oui, bien sûr. Voilà. Mais évidemment, en tant qu'être humain, on porte les deux aspects. Les deux, oui. Et cette plante va pouvoir émerger tout en restant bien solidement ancrée dans son féminin, vers le ciel, l'air, et vers la lumière, le feu, qui sont des énergies dans la tradition masculine. Et ça, c'est super intéressant parce qu'on voit que on ne peut pas faire l'inverse. Une plante, ça va être vers l'intérieur. Donc, quand on met quelqu'un dans une posture, on remet la personne fortement dans cette intériorité. C'est une manière de le faire. Quand on prend l'hypnothérapie, cette hypnose du corps, c'est une autre manière de le faire et on peut marier les deux. Voilà. Et dans les hypnophonies, d'abord, ce qu'on a cherché et ce qui était intuitif, parce que ça, je vous le dis après coup, mais souvent on fait les choses et puis après on se rend compte de la logique. Ils font tous comme ça, les créateurs. Mézières, quand elle a fait les chaînes musculaires, d'abord elle a fait et ensuite elle a expliqué. Elle a théorisé ensuite. D'ailleurs, la théorisation a quelques dangers. Mais voilà. Et ce qu'on a fait au départ, c'est que c'était intuitif, c'est qu'on faisait l'hypnose d'abord. On remettait les gens dans leur corps. On remettait les gens dans leur coupe. On remettait les gens dans de l'eau. La terre est l'eau. Pour moi, l'hypnose, c'est de l'eau. Oui. C'est la fluidité. OK ? Et une fois qu'on a ça, on va réactiver le feu, donc énergie masculine dans un deuxième temps, et on va laisser la voix se déployer et émerger depuis l'intériorité. Voilà. Comme une plante qui croît. Et puis évidemment, dans le même sens, tu as le corps qui va se verticaliser. Donc moi, c'est vraiment une chose, quand j'ai découvert les principes de l'alchimie, je me suis dit, c'est exactement ce que je fais. En fait, je continuellement, évidemment, il y a là où on doit aller, le parangon, mais ça peut être piégeux, on en reparlera peut-être, mais cette histoire de parangon. Mais en fait, ce qui se passe, le processus, c'est qu'il y a deux énergies qui luttent, antagonistes, et puis après, au bout d'un moment, elles s'harmonisent, on trouve la voix VOIE du milieu, et donc la voix VOX, la bonne teinture, oui, le bon timbre. Oui. Parle-nous peut-être de ce parangon et peut-être de l'écueil. En même temps, c'est une cible qu'on cherche pas à atteindre, mais en tout cas, c'est une cible repère. Oui. Et il y a un écueil, et peut-être parle-nous de ça déjà. Oui, parce que Serge Willefar, tout en visant le parangon, mettait bien en garde en disant que c'était une utopie. Et en même temps, l'écueil de cela, c'est que à trop viser le parangon et à voir comment ça serait dans l'idéal, c'est d'y aller trop vite. Au mépris des processus qui se passent à l'intérieur. Et ce que je viens de décrire en alchimie, c'est les processus qui sont vivants. Une lutte, puis une structuration. Voilà. Et c'est comme ça qu'il faut travailler, c'est à mon avis, c'est ce côté dynamique du travail. Et à un moment donné, l'autre écueil du parangon, c'est qu'on est dans une projection. Et que du coup, on n'est plus dans le présent. Oui, bien sûr. Et en plus, voilà, c'est une utopie. Voilà, j'aurais tendance à dire,
pour illustrer l'écueil en m'appuyant sur un proverbe chinois qui dit que quand on veut aller quelque part, on se retrouve à l'opposé. Et donc c'est très bien d'oublier le parangon et d'être beaucoup plus à l'écoute des processus intérieurs, parce que dans le processus, ça ne va pas forcément être en ligne droite. Il va y avoir des montées, il va y avoir des descentes. Tout ça, c'est très mystérieux. Par contre, le processus, on est à l'écoute de quelque chose qui est vivant. Même si on n'a pas la trajectoire, on sait que quelque part, il y a quelque chose qui choisit, il y a une trajectoire qui se fait, mais elle passe des fois par des chemins qui sont inhabituels. Voilà. Et ça, c'est intéressant parce que quand le praticien, avec un élève qui est là depuis longtemps et il commence à pas trouver les deux, c'est souvent ça qui bloque. Ouais. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le praticien n'arrive plus à être à l'écoute des processus profonds qui sont là et peut-être vise trop l'objectif, le but. C'est difficile à cerner parce que tu parles évidemment beaucoup de structuration. C'est sa structure, le souffle-voix. Et la structuration implique, sous-entend, qu'il y a une trajectoire déjà établie. C'est pour ça que c'est difficile à saisir. La trajectoire, c'est le chemin. Oui. Le but, c'est le but. Quand on parle de parangon. Oui. Tu vois, la notion de structurer, c'est vrai qu'elle sous-entend qu'on a cette cible en visu et qu'on va vers ça, quoi. Et puis, il y a un autre écueil majeur au but et au parangon, c'est de croire qu'on est dans un processus évolutif. Ouais. Ça, c'est assez dangereux. C'est intéressant, ça. Parce que ça veut dire qu'on irait vers le progrès. On verra peut-être ça avec le mythe de Prométhée. C'est intéressant. Et là, il y a plein de réappropriations par le développement personnel qui sont là, qui sont, à mon avis, totalement inadéquates. Vas-y, développe. Donc, voilà, c'est-à-dire qu'on pourrait dire cet idéal, c'est l'homme dans sa verticalité, reliant ciel et terre, c'est l'homme idéal, tout ça, etc. Bon... Ça manque un peu d'humilité, on sera toujours des êtres imparfaits. Voilà. Et puis, ça pourrait, dessus, sur ce parangon, on va aussi projeter toutes nos attentes, tout notre idéal, ce qui fait d'ailleurs qu'on ne va pas y arriver, souvent. Voilà. Et que le souffle-voix, je l'ai déjà dit, mais pour moi, ce n'est pas du développement personnel, c'est du dépouillement. C'est qu'on est pur pour que la trajectoire se fasse. Et si on reprend l'image de l'hypnothérapie, que j'ai dit antérieurement, mais que je redis, c'est exactement passer du personnage à la personne. Donc effectivement, le personnage, c'est pur. La personne, c'est quelque chose de profond en nous, qui nous dépasse. Et la personne, ça veut dire qu'il n'y a rien. Donc voilà. Et là, si vous voulez, si on veut, le souffle-voix travaillant sur l'abondance, sur le hara, ça donne beaucoup d'énergie, ça donne beaucoup d'abondance, ça peut aussi, je crois, faire monter l'ego. Ouais. Et l'ego, il va se dire, allez, je vais dans cette direction-là, je veux être l'homme parfait, l'homme idéal. Et puis d'ailleurs, quand je serai l'homme idéal, je n'aurai plus tous les problèmes que j'ai maintenant. Mais voilà, je crois que ça, c'est vraiment un écueil. Et que la sagesse de l'hypnothérapie, et je crois, en fait, c'est ça, le vrai souffle-voix, c'est vraiment être dans le moment présent, et c'est laisser tomber l'idéal. Du coup, oui. Et d'ailleurs, on tombe sur parfois une voix avec des faiblesses, avec des failles, mais dedans, il y a quelque chose qui est authentique. C'est ça qui fait la beauté. C'est pas la perfection de la forme. Oui, bien sûr. Alors, on peut rester un tout petit peu sur le processus alchimique. On a vu avec le mercure, le soufre, le sel, que l'alchimie, enfin en tout cas, décrit finalement un peu le mode opératoire également du souffle-voix. Si on se positionne du point de vue du pratiquant, l'alchimie, avec l'œuvre au noir et l'œuvre au blanc, pourrait décrire ce qui se passe du côté du pratiquant. Est-ce que tu peux nous expliquer ça, peut-être en revenant sur ce que ça veut dire l'œuvre au noir, décomposition de la matière, œuvre
au blanc ensuite, voilà, et nous faire ce parallèle avec ce que vit le pratiquant souffle-voix. Oui, je précise, le sel, dans le corps, c'est le corps, en fait, dans le souffle-voix. C'est là où ça va se fixer. On va fixer le principe féminin et masculin. C'est le corps, et c'est même plus précis que ça, c'est au niveau du centre. Parce que quelque part, le corps, on pourrait dire, c'est le creuset, c'est ce qu'il reçoit. Voilà. Donc c'est la question du centre vital. C'est là où on va pouvoir fixer les deux principes et structurer. Et c'est vraiment intéressant, cette œuvre noire, parce que dans l'alchimie, au départ, il y a cette lutte entre deux principes, et puis, c'est un moment très désagréable. Les alchimistes disent que la matière dégage des puanteurs, tout ça, etc. C'est-à-dire qu'il y a un processus de décomposition. Oui, il y a un processus de décomposition de la matière, et il y a beaucoup de tension. Voilà. Et ça, c'est super intéressant, parce que quand le processus du souffle-voix est mis en route, en activant le feu, tout ça, etc., c'est souvent ce qui se passe dans un premier temps. C'est-à-dire que la voix est très disharmonieuse. Et on voit les traces d'une lutte dans le corps qui a des fois bousculé, qui tremble, qui a du mal à trouver ses verticalités, une énergie qui n'arrive pas à trouver sa place. Voilà. Et donc, il y a tout ce processus de nettoyage des tensions qui correspond, à mon sens, c'est ma lecture, bien sûr, à l'œuvre au noir, et avec cette voix très tendue. Et donc, puis, dans l'alchimie, l'œuvre noire, c'est donc purifier la matière. C'est purifier la matière. Voilà, c'est le moment désagréable. Voilà. Donc c'est les premiers temps. On constate que c'est le premier temps du souffle-voix. Et au bout d'un moment, quand un nettoyage suffisant a été fait, spontanément, ce qui arrive, c'est l'œuvre au blanc. On commence à avoir une bonne teinture, un bon timbre, et l'harmonisation de deux principes. Alors, c'est une symbolique que moi j'aime bien, parce que dans la vision alchimique, ça vient d'Hermès, hein, c'est la science hermétique, on dit. Et Hermès, d'ailleurs, c'est celui qui voyage entre les mondes, et il a plein de secrets. Voilà. Et Hermès, dans la mythologie, qu'est-ce qu'il fait ? Il voit deux serpents qui luttent les uns avec les autres. Donc, c'est les deux principes, ok ? Mercure et soufre. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il a un rayon de lumière. Et avec ce rayon de lumière, il le met entre les deux serpents, et les deux serpents s'alignent comme ça autour du rayon de lumière, qui donne le symbole de la caducée. Oui. C'est-à-dire, c'est la structuration harmonieuse. Ouais. C'est même l'œuvre rouge, là. Mais c'est le début de l'œuvre blanc, c'est la structuration. Après, on fera passer la lumière, effectivement, c'est l'œuvre rouge. Mais voilà. Et moi, ça, j'aime bien cette image-là. Parce que quand on remonte dans la mythologie, comment Hermès, il a eu son rayon de lumière ? En fait, il se baladait, et puis il y avait un troupeau de bœufs qui appartient à Apollon. Et Hermès est un dieu très facétieux. Et puis, je crois qu'il pique un bœuf, il le dépaisse, et avec les boyaux du bœuf, il fait une lyre. Ah oui. Les 7 cordes de la lyre, et puis... Ça a donné à Orphée ? Non. Oui, bien sûr, mais avant à Apollon. Ouais. Ok. Oui, bien sûr. Et bon, Apollon, il est furax, il cherche ses bœufs, tout ça, qui est-ce qu'il a piqué, puis il croise Hermès. Puis il dit, Apollon, c'est le dieu des arts. Il dit, mais t'as fait cette lyre, c'est merveilleux. Comment t'as fait, tout ça, etc. Je la veux, cette lyre. Mais Hermès, c'est un malin. Il dit, ok, je te donne la lyre, mais tu me donnes un rayon de lumière de ton soleil. Ok ? Donc c'est le rayon de lumière de la conscience. Ouais. C'est comme ça qu'il récupère. Et symboliquement, pour nous, c'est super intéressant. Pourquoi ? Parce que ce rayon de lumière, c'est la base, il a été troqué avec un instrument de musique. Ouais. Ce qui fait la structuration, autour de quoi va se structurer le souffle-voix ? De la vibration. C'est le clavier. C'est le son qui monte de haut en bas. Ouais. Voilà. Ouais. Donc voilà, c'est un parallèle que moi, qui me plaît beaucoup, qui ne soit pas du tout enseigné comme ça, mais je trouve ça assez magique, quoi. Donc l'œuvre blanc, c'est la deuxième étape du processus alchimique, c'est la deuxième étape du souffle-voix. Oui. C'est la recomposition un peu différemment de la matière qui a été décomposée. On la recompose différemment en vue d'une harmonisation des deux principes masculin-féminin. C'est ça. Une voix intériorisée, une voix projetée, etc. Il y en a toute une liste. Ok, ça je creuse ça, on va dire théoriquement, et c'est en train d'être mis sur papier. Et l'œuvre rouge, qui est la dernière et ultime étape du processus alchimique, qui est un peu
différent, c'est cette notion de la lumière qui traverse cet nouvel état de la matière, Oui. en fait, et qui permet... Et en fait, c'est l'état d'illumination qui est décrit par l'œuvre alchimique. Oui, alors, moi, je ne suis pas alchimiste. Oui. Comment ça se formule chez eux, ça leur appartient de le dire. Moi, souvent, au début de stage, on est dans l'œuvre noir. Ça se structure via de l'œuvre au blanc. Et parfois, on a des états de grâce où on sent que là, il y a certainement de l'œuvre au rouge. Mais ça, c'est des images. Et c'est ma lecture. Bien voilà. sûr. Mais il y a une dimension où vraiment le corps, l'esprit et le corps sont une seule et même chose. Bien sûr. C'est ça qui est beau, en fait. Voilà. Alors, tu nous parlais un petit peu, tu as glissé sur les mythes. Tu es un très grand amateur de mythes, de la mythologie. C'est vrai que c'est absolument intéressant pour souvent pouvoir expliquer de manière simple et très imagée les processus qui sont à l'œuvre. Et alors, souvent, les mythes sont structurés de la même manière. Ils décrivent un processus d'involution puis d'évolution, où le héros passe... Donc, le mythe, c'est plutôt un archétype, au départ, qui se traduit pendant toute une phase du récit par, finalement, une dégradation de l'archétype, là, le processus d'involution, où le héros connaît tout un tas de difficultés. Et puis, un retournement, peut-être que tu vas aussi nous parler de cette notion de retournement, vers un processus d'évolution, où le héros finalement symbolise la compréhension de son processus et le transforme en une évolution où il soigne, il guérit, je ne sais pas, en tout cas les difficultés de départ, quoi. Voilà, je ne sais pas si si c'est clair ce que je dis. Oui, mais... je dirais moi j'aime beaucoup les mythes, donc c'est vrai que les mythes c'est des forces qui agissent à travers le monde, hein. Et puis ils ont l'avantage d'être laïques, donc voilà, je pense que ça peut parler à tout le monde. Alors encore une fois, c'est une manière de voir. Bien sûr, oui. C'est le souffle-bois. On a déjà un peu parlé de Prométhée. Oui, mais alors attends, juste avant, est-ce qu'on peut, sur cette question d'involution-évolution, est-ce qu'on peut faire un parallèle justement aussi avec ce que vit le pratiquant dans la question du souffle-voix ou pas? Voilà. Quel est ton avis? On peut, si on veut, voir le processus d'involution dans le fait qu'on déstructure des tensions, il y a des choses qui se nettoient, il y a, un personnage, quelque part en nous, qui meurt, il y a des croyances qui meurent, il y a des certitudes qui meurent, et puis il y a autre chose qui émerge. Donc le héros que l'on est, que l'on croit être, finalement... Oui, mais... J'aime pas cette image du héros parce qu'on va retrouver sur l'idéal du développement personnel. Bien sûr, mais voilà. C'est pour ça que j'en parle. C'est parce qu'on parle aussi des mythes et que dans les mythes, il y a des héros ou des dieux. Voilà. Est-ce qu'on peut faire ce parallèle-là? Alors d'abord, on n'est pas des archétypes. Voilà. Ça, c'est une notion fondamentale. C'est que les mythes, ils décrivent des processus et que ces processus, c'est des forces qui influencent le vivant. Voilà. Par exemple, on voit très bien que le mythe de Narcisse, aujourd'hui, les gens ne se regardent pas dans la rivière, mais ils se regardent dans les réseaux sociaux, bien dans les écrans. Ouais. C'est hyper présent. Ouais. Le mythe de Narcisse, il est hyper présent on va raconter son histoire en thérapie, on va tourner autour de son histoire. Il y a aussi sous prétexte de revenir à soi, on va revenir qu'à soi, à ses émotions, tout ça, etc. Voilà, ça finit par tourner en rond. Il y a une forme de démesure là-dedans. Mais ça, c'est une manière de lire le mythe de Narcisse, parce qu'il y en a une autre qui est moins connue. Alors, commençons par le mythe de Narcisse. Est-ce que tu peux déjà, en quelques mots, résumer le mythe de Narcisse pour que tout le monde ait bien en tête les grands éléments? Narcisse, c'est celui qui fait l'expérience de la connaissance de soi, et qui, en fait, dans la version lumière, ça je m'appuie sur Luc Bigé pour le dire, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais je trouve ça très parlant, va faire l'expérience, plusieurs expériences que je vais pas raconter là, mais en fait, si on veut voir la version lumière, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à la fin, il n'arrive pas à se saisir son image. C'est-à-dire que finalement, si on voulait résumer dans sa version lumière, c'est la désidentification aux fausses images du moi.
Et soit on tourne dedans en pensant qu'on est là-dedans, soit à un moment donné, on fait comme la version lumineuse du mythe de Narcisse, on reste immobile. Donc, on s'aligne, on voit que cette image à l'intérieur, qu'on essaie de saisir maladroitement, on n'y aura jamais accès. Ce n'est pas nous. Et puis, le fait qu'on se noie, c'est peut-être une dissolution dans le soi. En tout cas, Luc Biget, que j'aime beaucoup, le lit comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que effectivement, il y a Narcisse qui pousse derrière parce qu'il arrive à sa quintessence. Donc on voit bien que le mythe de Narcisse, qui nourrit énormément de choses, dans lesquelles les gens restent prisonniers, au final, c'est enlever toutes les fausses identifications de soi. Mais c'est infini, hein. Oui, on peut passer des années en psychanalyse, en train de tourner autour d'un truc, etc., et pas toucher le centre du problème. Et c'est pour ça qu'en hypnothérapie, on arrête la discussion. On arrête la discussion, on a quelques éléments, ok, mais hop, on s'aligne, on laisse faire le corps. Ça illustre bien le mythe, la version lumineuse du mythe. Pour moi, hein, voilà. Oui, donc le mythe de Narcisse... C'est personnel, hein, les hypnothérapeutes ne disent pas ça. C'est vraiment intéressant. Dans la version un peu lumineuse du mythe de Narcisse, c'est un mythe de connaissance de soi, et le parallèle avec le souffle-voix, on peut le faire. Dans une version un peu moins... dans une autre lecture du mythe de Narcisse, on tomberait plutôt sur du développement personnel, à se regarder. Oui, à se regarder, etc. à se contenter de cette puissance qu'on a eue, à essayer de la récupérer à l'extérieur. Effectivement, je pense qu'on peut dévier là-dessus, comme dans toute pratique d'ailleurs. Et c'est pour ça que pour moi, ce qui se passe sur le tapis, on ne peut pas se l'approprier. Oui. Voilà. On ne peut pas se l'approprier. Il y a quelque chose qui en demeure et qui est semé en nous, qui fait qu'on est serein après. Mais c'est ça le plus important, c'est pas ce qu'on a touché. C'est la faculté à lâcher qui est intéressante. Ouais. C'est-à-dire à laisser faire. Et pas à récupérer cette puissance qu'on a eue, cette jubilation qu'on a eue. C'est des illusions. Donc, le vrai processus, c'est un relâchement. C'est ça qu'on vit. Ne pas retenir. Ne pas retenir. Voilà. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas s'approprier cette voix qui est passée en séance, même si elle mûrit et qu'il y a des transformations à l'extérieur. Et puis, c'est aussi pour ça qu'il ne faut surtout pas faire de ce qui se passe sur le tapis un dogme. Parce que là, on enferme quelque chose, alors qu'on est du domaine de l'insaisissable. Voilà. Donc, on retrouve ici Narcisse qui veut saisir quelque chose. Non, on ne saisit rien, il n'y a pas de dogme, et on ne peut pas s'approprier ce qui se passe sur le tapis. Voilà. Et puis, du reste, ça appartient à la personne, il le vit sur des plans différents. La plupart des gens le vivent sur des plans corporels, émotionnels. Ce qui appartient à des choses plus vastes, c'est du domaine qui appartient à ces personnes, point final. Donc du mythe de Narcisse, on peut retenir ça, cet enseignement de dire on peut pas retenir finalement ce qui est en train de se passer, qui est en train de se dérouler dans le présent. Oui. C'est insaisissable. Oui. On peut retenir. C'est insaisissable, mais on peut se laisser saisir. Oui, ça c'est très beau. C'est ça qui est intéressant. C'est insaisissable, mais on peut se laisser saisir. C'est-à-dire quand on consent. Ça, c'est une notion que j'aime beaucoup. C'est quand on consent à se laisser faire par l'énergie. On passe son temps à dire non. Et c'est normal, hein. Parce que dans la vie, il y a des trucs hyper violents. Et le soufflet-voix, c'est quoi ? C'est un endroit où on peut peut-être consentir à se laisser un peu plus faire. Pour refaire l'expérience nourrissante qui est de s'abandonner à quelque chose, de lâcher prise. Ouais. Un deuxième enseignement peut-être du mythe de Narcisse qu'on peut appliquer au souffle-voix, c'est ce désir de se connaître. Oui. Et finalement, avec dans une des versions du mythe de Narcisse, Narcisse se transforme en Narcisse. Donc en fait, il touche son nom, il devient son nom. Le Narcisse. Donc il y a cette quête de vérité, cette quête de se connaître en fait, et ça c'est un parallèle qu'on peut faire dans le souffle-voix. Oui, et en fait on arrive à la quintessence quand on disparaît.
Voilà. Donc, je crois que l'essentiel du mythe à retenir, c'est ça. Retour sur l'alchimie. C'est ce qu'on propose. En fait, on propose, c'est pas vendeur, hein. On propose pas aux gens d'être plus, ce que fait le développement personnel. On propose aux gens d'être moins. Ah, évidemment, c'est pas très vendeur. Mais moi, je travaille comme ça. Donc, en tout cas, j'essaye. Voilà. Alors, il y a d'autres mythes qui sont intéressants à creuser. On peut peut-être parler du mythe de Prométhée. Oui, parce que c'est un mythe du feu. Est-ce que tu peux juste à nouveau recontextualiser, c'est quoi le mythe de Prométhée en quelques mots, quoi? Alors, Prométhée, c'est celui qui voit avant. Et c'est pour ça qu'il voit, en fait, la semence de l'avenir. Il est beaucoup associé à l'être humain, parce que dans la mythologie, c'est celui qui refait le nouvel homme avec la terre, avec l'aide d'Athéna d'ailleurs, qui donne le souffle. Et puis, c'est marrant parce que c'est sous Athéna, qui est d'habitude très obéissante, lui dit « Ah, tu devrais peut-être aller voir quelque chose là-haut », et c'est là où Prométhée va voler le feu. Voilà. Et donc, il a une vision de ce qui vient après. Et donc, c'est un mythe qui est lié à l'humain, Prométhée. Et au progrès, tout ça, etc. Alors, progrès version humaine, hein, attention. C'est pour ça qu'on est dans une société qui est très prométhéenne, hein, depuis le XVIIe, XVIIIe siècle, depuis les Lumières, tout ça, etc. Et en fait, il voit avant. Et là, on retombe sur le truc du parangon. La vision. Voilà. Mais les mythes nous donnent des clés et des pièges sur lesquels il ne faut pas tomber. C'est... parce qu'en fait, dans l'histoire, Zeus, ça ne l'arrange pas. Pourquoi ? Parce que Zeus, il n'a pas envie qu'on le renverse. Voilà. Et Prométhée, il sait que Prométhée voit son successeur. Voilà. D'ailleurs, c'est grâce à Prométhée que Zeus est arrivé au pouvoir. Hein, voilà. Donc Prométhée, c'est celui qui voit avant. C'est pas seulement lié au mythe de l'homme. Il a la bougeotte. Okay, il voit l'avenir. Il ne veut pas s'arrêter. D'ailleurs, il n'a pas envie d'épouser Pandore, qui est la première femme, et qui, elle, reste dans la réceptivité. Il dit, non, c'est un piège de Zeus, je ne vais certainement pas rentrer là-dedans. Il ne faut pas se fixer. On ne va pas se fixer. Et ça, le mythe est intéressant, parce qu'il est en train de nous dire, attention à la bougeotte. Il faut revenir dans son féminin, il faut revenir à la corporalité. Et l'histoire ne nous dit pas ce qui se serait passé si, avec sa flamme, Prométhée serait descendu dans le corps, dans l'intériorité. Ouais. Voilà. Et nous, c'est ce qu'on fait. D'abord l'intériorité, ensuite on rajoute la flamme. Et puis, il y a un épisode quand même très douloureux pour lui. Oui, où effectivement, parce qu'il a la bougeotte, on lui dit non, on te met sur un rocher. Et donc là, contre son gré, il est attaché à la matière. Voilà. Donc, voilà, c'est important de voir que cette vision d'aller vers l'avant, cette vision de cette quête, en fait, elle est pas adéquate, elle est dangereuse si on ne se met pas dans un corps. Et puis, si on n'est pas dans le présent et qu'on projette toujours. C'est ça que ça veut dire. Voilà, donc ce feu, il doit pouvoir trouver son assise dans le corps. C'est ça que ça nous rend compte. Et c'est en cela que la vision de l'architecture idéale, de la statuaire grecque, tout ça, etc., ça a des limites. Et qu'il vaut mieux se mettre sur le moment présent. Ça, c'est une limite du souffle-voix, peut-être, ou qui a été pensée au départ avec une architecture de l'homme un peu idéale. C'est-à-dire que le modèle de Serge, c'est le compagnonnage, c'est les bâtisseurs, c'est les cathédrales. Voilà. Mais les pierres, elles ne bougent pas beaucoup. Nous, êtres humains, on est des êtres assez frustes. Regardons une plante. Elle sait ce que c'est qu'une verticalité. Pour nous, c'est écran méditant, les plantes. Mais nous, on bouge tout le temps. Cette quête de la verticalité, c'est quasi impossible. Donc, en fait, on essaie, avec humilité, humain, c'est humilité, de tendre vers ça. Mais on ne sera jamais ça. Et c'est ce qui fait notre caractère humain. C'est qu'en même temps, il y a une quête, mais on reste des humains. Il y a quelque chose d'intéressant aussi dans le mythe de Prométhée, c'est qu'il va voler le feu. Donc il y a une dimension de transgression
Quel parallèle on peut faire avec le souffle-voix ? En fait, le parallèle qu'on peut faire, c'est que c'est quand même assez innovateur comme pratique. C'est une pratique récente, en fait. Et puis, voler le feu, c'est pour donner la flamme et la mettre dans l'intériorité pour qu'il puisse chanter avec sa flamme. Mais, alors, ça n'a pas du tout été dit comme ça, hein, ça c'est moi qui le dis. Et pour le coup, c'est des choses qu'on retrouve en alchimie. Il y a 3 feux en alchimie. Il y a le feu du bas, les tripes. Il y a le feu du cœur, le feu du milieu et le feu du haut. Et on essaie de réunir ces 3 feux. Mais je crois que par les temps qui courent, où Prométhée, c'est le vol du feu, on a vu que toute la civilisation humaine, ce vol du feu, c'est-à-dire d'une technologie qu'on utilise prématurément sans conscience, ça fait beaucoup de dégâts. Donc, je crois qu'au final, aller prendre ce feu et le remettre à l'intérieur du corps, c'est vraiment intéressant, plutôt que de brûler toute la planète entière, parce qu'on n'a plus de feu à l'intérieur. Et d'ailleurs, c'est super intéressant, parce que, pour moi, il y a à l'intérieur de l'homme, à l'intérieur de l'être humain, une perte du feu. Au 19e siècle, vous savez, on soigne l'hystérie. C'est quoi l'hystérie ? C'est un symptôme qui fait qu'au bout d'un moment, quand on a noué les gens socialement, en particulier les femmes, surtout au 19e siècle, le vivant reprend le dessus. Et du coup, c'est bouillonnant. Et puis la personne, comme socialement, c'est pas acceptable, elle fait ce qu'elle peut pour contrôler. Ça, c'est le feu qui reprend ses droits. Parce qu'on l'a réprimé à l'intérieur. Alors, c'est intéressant parce que je crois que certains psychanalystes voient dans l'effet de la psychanalyse la disparition de l'hystérie. Bon, je veux pas dire de bêtises. Il me semble que j'ai entendu ça une fois. Mais en tout cas, moi, je souscris pas à ça, parce que l'hystérie est remplacée par la dépression. La dépression, c'est quoi ? Pour le coup, il y a encore moins de feu. Voilà. Et j'en veux pour preuve que le 21e siècle, c'est encore pire, puisque le mal du 21e siècle, c'est le burn-out. Et là, pour le coup, si jamais on s'arrête, on s'effondre. Donc, on a une dépréciation du feu au fur et à mesure. Et je crois que pouvoir simplement refaire chanter les gens, remettre du feu à l'intérieur, je ne dis pas que c'est thérapeutique, mais je pense que ça peut que favoriser le bien-être. On retrouve de l'énergie et on se remet à l'intérieur de soi. Ça, c'est une notion capitale. Et puis peut-être qu'on arrête de couvrir 2-3 lièvres à l'extérieur, à faire ceci, à faire cela, parce que qu'est-ce que c'est bon de ressentir la flamme à l'intérieur de soi. Oui, donc le feu de Prométhée, ce que ça nous dit, c'est le feu de l'extérieur doit être remis à l'intérieur. À l'intérieur. Voilà, c'est-à-dire, c'est ça le... Oui. Et moi, il y a un mythe que j'aime vraiment particulièrement, et qui, pour le coup, rebondit plutôt avec l'éinophonie. On a vu tout ce travail sur les trans. Et pour moi, c'est beaucoup relié au mythe d'Orphée. Alors, Orphée, qui est-ce ? C'est le fils d'Apollon. Donc, le fils de la conscience du soleil, et qui manie les trans. Puisque, avec sa lyre, dont on a vu qu'elle vient d'Apollon et avant d'Hermès, en fait, il charme les enfers. Et en fait, il va récupérer son épouse Eurydice, qui est décédée le jour de son mariage. Et pour ceci, il prend sa lyre et il a la capacité de descendre dans les mondes, parce qu'il est le soleil et qu'il a l'expérience de la lumière, et qu'il sait manier la transe pour aller chercher, par amour, la femme qu'il aime. Alors, bon, après, il y a une déviation du mythe, parce que malheureusement, il se retourne. Mais Hadès lui lance un défi. Mais ce que je veux dire, c'est que Orphée, il est vraiment très intéressant, parce qu'il est ce symbole de la conscience, de la lucidité et de la transe, et donc de l'ivresse. Et il se trouve que Orphée, je crois, a été élevé en Thrace, qui est la patrie de Dionysos. Donc en fait, il est entre cette quête, cette maîtrise entre l'ivresse et la lucidité. Et je crois que moi, j'aime voir dans la voix humide cette dimension très orphique
du travail sur la voix avec le parcours, la recherche et le fait de laisser venir la transe et de la laisser évoluer dans différents états, parfois en plongeant dans les ombres, aller parfois dans des tensions fortes et puis à ramener vers quelque chose de plus équilibré. Ouais, le mythe d'Orphée est vraiment très... Il y a beaucoup de correspondance avec le souffle-voix. On est oui, sur puis du pour le son, coup, on est sur la transe, la vibration. Ça. Et le mythe d'Orphée, c'est le pouvoir de la musique. Ouais. C'est par la transe. Ouais. Et le premier opéra, enfin, pas tout à fait musicologiquement, mais un des grands premiers opéras de l'histoire, c'est Orfeo, de Monteverdi. Et je crois que la voix humide illustre, et l'éinophonie illustre très bien cette dimension-là, cette énergie-là du travail. Et il y a quelque chose qui est intéressant avec Orphée, c'est qu'il agit par amour. Oui. Donc c'est l'amour de soi, et là on est par rapport à Prométhée qui agit par ambition ou par objectif, etc. On est vraiment... Oui, Prométhée, c'est pas une ambition personnelle, hein. Oui. Parce qu'il prend jamais le pouvoir pour lui. Oui, c'est vrai. C'est la différence avec d'autres figures chrétiennes. Mais le moteur de l'action, en tout cas, c'est la projection, c'est voilà, pour Prométhée. Alors que le moteur de l'action pour Orphée, c'est l'amour. Alors l'amour de Fils, mais finalement l'amour de soi. Oui, et il fait une erreur. C'est-à-dire qu'à la fin, Hadès est quand même, lui, assez étonné. Parce qu'il n'y a aucun humain qui descend dans les enfers. Voilà, c'est simplement... Même les dieux ne transgressent pas. Il y a Perséphone, mais les humains ne transgressent pas ça. Donc, Hadès est assez impressionné et lui dit « Tu peux remonter Eurydice, à condition, c'est de ne pas te retourner. » Sauf que l'amour, il y a aussi l'attachement. Ouais. Et en fait, et puis il y a aussi, pour le coup, le manque de lâcher prise. Est-ce que j'ai confiance au fait qu'elle va, au fait que je suis pas dupé, et en fait il se retourne et donc il la perd définitivement dans une version du mythe. Mais apparemment il y a d'autres versions moins connues où il ramène Eurydice. Voilà. De toute façon, on voit bien dans tous les mythes, c'est ça qui est très intéressant dans le mythe, c'est qu'il y a l'histoire et qu'il y a l'enseignement positif, l'enseignement plus négatif. Enfin, je ne sais pas comment l'exprimer différemment, mais il y a toujours les deux facettes, de la même pièce, de la pièce, quoi. Oui. C'est ça qui est intéressant. Oui, c'est ça qui est enrichissant. Et je crois que simplement l'énergie des mythes innerve tout notre monde. C'est des forces cosmiques pour les Grecs. Pour eux, les dieux, c'est surtout... Enfin, d'après ce que j'en avais lu des historiens, c'était moins des entités que des forces cosmiques qui étaient à l'œuvre. Et souvent, d'ailleurs, elles ne sont pas morales. Non, voilà. C'est amoral. C'est amoral. C'est-à-dire qu'on voit bien que Zeus n'est pas toujours très sympathique. D'ailleurs, c'est lui qui, les premiers hommes qui sont reliés au feu du cœur, avec, encore une fois, avec une altercation avec Prométhée, en fait, il n'est pas toujours bienveillant, Zeus. Ouais. Donc voilà, et Prométhée n'est pas cette figure luciférienne qui prend le pouvoir pour lui, parce qu'en fait, il ne s'intéresse pas au pouvoir. Ouais. C'est simplement celui qui voit avant. Mais simplement le fait de voir avant, ça empêche d'être dans le présent. Bien sûr, ouais, non, c'est très clair. Et sur Orphée, une des derniers enseignements qu'on peut tirer, c'est la question de la violence. Il descend et il charme les bêtes avec sa lyre. C'est dans une interprétation du mythe, c'est un rapport à la violence en fait. Et dans l'application au souffle-voix, cette notion de la violence, elle est importante, d'aller retrouver une forme de violence, d'assumer, je sais pas. Je n'aime pas ce mot violence. Voilà, je trouve qu'il peut faire peur et je trouve qu'il n'est pas adéquat. Serge parlait d'épreuve, et c'est vrai que je trouve que c'est un terme qui est très judicieux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que dans cette descente dans les profondeurs de soi, dans cette descente dans les tensions, il y a un alignement qui se fait. C'est pas simplement de la transe. C'est parce que Orphée est aligné qu'il sait manier aussi la bonne transe. Voilà, moi je le vois plutôt comme ça.
Mais il y a cette descente dans l'ombre pour revenir vers la lumière, effectivement. Non, je parlais juste effectivement de quand les bêtes sauvages qu'ils charment, les bêtes sauvages représentent une certaine forme de violence qu'on a en nous tous. Oui, effectivement. Qu'il faut soit à un moment donné traverser, soit assumer. Mais c'est comme dans les contes. Ouais, au bout d'un moment, enfin, c'est quoi les contes ? C'est d'ailleurs, souvent des contes. Il y a des symboles alchimiques derrière. C'est au départ, on réveille le dragon. Ouais. Et puis qu'est-ce qui sort dans l'œuvre noire ? C'est le dragon qui hurle parce qu'il n'est pas content. C'est ça. Mais derrière, il protège le trésor, qui est la vulnérabilité, qui ne demande qu'à s'épanouir. Et le dragon, il lâche prise quand c'est OK. Non, c'est vraiment c'est très intéressant, c'est infini, on pourra en parler très longuement. Voilà, c'est des manières différentes et j'espère enrichissantes pour les auditeurs de voir la pratique sous d'autres angles différents. Sous d'autres angles, oui. Et puis d'aborder ces autres dimensions qu'apporte le souffle-voix sur la connaissance de soi, c'est vraiment intéressant. Pour toute la partie des mythes, tu l'as cité, c'est Luc Biget qui apporte vraiment des éléments de réflexion autour des mythes. De compréhension. Et de compréhension, très, très intéressant. C'est une lecture symbolique qui aussi lui appartient, mais que moi j'aime beaucoup, et qui est nourrissante pour moi. Écoute Benjamin, encore une fois, c'était un échange passionnant. Et là, vraiment, alors c'est vrai qu'on a conscience que parfois ça peut être un peu difficile parce que ça présuppose, notamment sur les mythes, d'avoir quand même quelques références sur ces mythes dont on parle pour pouvoir ensuite faire les parallèles. Donc ça peut être un peu tu as raison. Difficile mais en même temps, parfois. on peut ignorer totalement les mythes et faire l'expérience. Bien les sûr. mythes, c'est juste pour enrichir la réflexion de chacun sur cette pratique. Mais exit l'alchimie, exit les mythes, exit d'ailleurs tout pour revenir au cœur du présent et à l'expérience. À ce présent. À ce présent. Qui très certainement fera l'objet d'un 7e épisode. Donc on vous donne rendez-vous pour un 7e épisode. Merci encore Benjamin pour ce témoignage incroyable et infini du souffle-voix. J'ai hâte de ce 7e épisode et à très bientôt. Merci. Merci. Au revoir.